Bon, au vu de la situation qu'on traverse actuellement, je me suis dit qu'un petit bout de bonheur, ça ne ferait de mal absolument à personne. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous parler de 5 films qui mettent un peu la pêche. Parce que c'est pas que là, encore plus qu'avant, déjà qu'avant ça allait mal, mais là, vu comment ça se barre en cacahuète, c'est pire que tout. Je me suis dit que c'était le bon moment quand même de remettre un petit peu de joie de vivre dans ce monde et donc de vous conseiller 5 films qui mettent la patate, qui font du bien, qui donnent de la pêche, qui sont des bons feel-good movies. Les films que j'ai sélectionnés sont encore une fois purement subjectifs, ce sont vraiment des films qui selon moi donnent la pêche. Peut-être que ça marchera pas forcément sur vous, il est possible qu'il y ait certains titres où vous disiez franchement ça c'est débile comme film, mais je suis parti du principe que ces films, ces 5 films que je vais vous conseiller, ont toutes une vibe qui transmet quelque chose de positif. Il n'y a aucun de ces films, je pense, qui n'a un message négatif ou quelque chose d'un petit peu trop dark ou une ambiance qui incite à s'imaginer des choses horribles. Ce sont que des films qui vont dans la direction du feel-good movie. Bon, peut-être ça va des fois dans une direction un peu droguée, parfois une direction un peu dénudée, parfois une direction un peu pirate, mais dans tous les cas, ce sont des films qui, selon moi, donnent vraiment une pêche monstrueuse et qui, moi, m'ont souvent aidé dans des situations ou dans des périodes de ma vie où j'étais pas forcément prompt à avoir envie d'avoir le sourire constamment, mais ces films-là, dès que je les regarde, je peux pas m'empêcher de rire comme un benet ou alors d'avoir une grande banane qui va jusqu'aux oreilles, enfin... Ce sont des films qui vraiment me font du bien et j'espère qu'ils vous feront du bien également parce que je pense qu'on en a extrêmement besoin. Le premier film que je vais vous conseiller est un film légendaire, dans le sens où dans le genre du feel-good movie, c'est réputé comme pour être le saint-père quasiment des feel-good movies. Un film à l'ambiance absolument géniale, à l'esprit absolument espiègle, en même temps qu'au fond extrêmement politique et social, et pour autant il ne prend jamais le pas sur le message principal du long métrage qui est de combattre la vie avec un certain décalage et surtout un peu de nudité. Il s'agit de The Full Monty de Peter Cattaneo. L'histoire, pour faire très simple, c'est celle de 6 hommes qui vivent dans une petite ville du Yorkshire qui à une époque était l'une des gloires industrielles du pays. Aujourd'hui, les 6 hommes sont malheureusement de petit boulot en petit boulot et de galère en galère. Et ils décident, pour combattre tout cela, de lancer un strip show. Bon, je pense que vous vous doutez qu'avec un tel pitch, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Au-delà de ça, c'est un film qui a un esprit, a une forme, a un style qui font que on ne peut pas rester insensible devant The Full Monty. Parce que The Full Monty dégage une énergie folle, parce que The Full Monty est à la fois drôle, extrêmement politique, sans pour autant tomber dans le trop larmoyant. C'est un film qui arrive à jouer avec des traits de caractère de personnages divers et variés. C'est un film qui a influencé une bonne génération de cinéastes de comédie qui avaient envie d'apporter à ce genre quelque chose de neuf, quelque chose de frais. Je pense foncièrement que The Full Monty est une des références premières de Edgar Wright, par exemple, quand il a conçu en tout cas ses premières comédies, parce que réellement, la manière avec laquelle il amène les personnages, il construit son action, il joue avec les genres, il entremêle certaines thématiques qui peuvent sonner comme politiques, mais qui sont avant tout des thématiques qui résonnent comme étant comiques. C'est ça, en fait, qui rend le film de Peter Cattaneo absolument génial. C'est qu'on n'est jamais perdu devant son métrage, on se laisse totalement embarquer par cette aventure, on se sent touché par ses héros, et en même temps, on se dit qu'ils ont une fibre profondément simple, qu'ils ne cherchent pas à être plus extravagants que ça, qu'ils sont simplement là en apportant quelque chose de particulier au long métrage. Enfin, c'est ça que je trouve génial. Et puis au-delà de ça, il y a ces 6 interprètes qui portent le film, emmenés par Robert Carlyle, que je trouve absolument extraordinaire ici, qui offre une prestation qui est tout en sobriété, mais également en décalage. Il arrive à jouer avec son image d'époque, tout en parvenant à la fois à construire une espèce de mimique et une construction et un développement de héros qui franchement marque. Et c'est grâce à The Full Monty qu'il a pu être mis sur le devant de la scène et qu'ensuite il jouera par exemple dans Le Monde ne suffit pas. Et au-delà de ça, dans les acteurs qu'il y a en second plan, moi je retiens surtout Tom Wilkinson qui a une prestation absolument géniale. Elle est pareil que Robert Carlyle, tout en sobriété, tout en finesse, mais c'est une prestation qui me marque profondément et devant laquelle je ne peux pas rester insensible parce que je me dis waouh, il transmet tellement d'émotions que ça nous touche, forcément. Et c'est pour ça que j'adore The Full Monty, parce que le message est très juste, la forme est absolument jouissive, ces séquences de
répétitions entre guillemets où ils se souviennent de leur chorégraphie pendant qu'ils sont en train de faire la queue à Pôle emploi par exemple. Ça c'est un truc qui a profondément marqué de nombreux cinéphiles qui ont vu le long métrage. Mais au-delà de ça, rien que pour ce final, ce film fout une pêche monstrueuse et si vous avez un coup de barre, un de ces quatre, regardez-le, je pense que vous aurez tout de suite une bouffée d'énergie qui vous reviendra d'un seul coup. Le deuxième film, alors là pour le coup il est possible qu'il y en ait certains qui ne trouvent pas ce film comme un feel-good movie. Peut-être est-ce par son pitch un petit peu trop délirant et fumé, peut-être est-ce parce que au bout d'un moment ça peut devenir lourd pour certains. Moi personnellement je dois avouer que Délire Express de David Gordon Green est un de ces films que je trouve tellement délirant et tellement jouissif que je ne peux pas m'empêcher de rigoler tout du long de celui-ci. L'histoire donc c'est celle de Dale qui délivre des injonctions à comparaître et de Saul qui est son dealer de drogue qui n'est pas un très bon dealer de drogue mais persuadé d'être un inventeur de génie, notamment avec le joint en croix. Et en fait un soir, Dale va voir un meurtre et il va venir se réfugier chez Saul et il va s'avérer qu'en fait le meurtrier est le dealer de Saul. Ouais, enfin le fournisseur de Saul dirons-nous plutôt. Le pitch est génial parce que en fait ça reprend tout ce qui fait la force des stoner movies d'une certaine époque du cinéma américain. C'est-à-dire cette idée de jouer avec soit un contexte qui amène les personnages à être un peu fumés. Et ce que je trouve assez jouissif dans ce film, c'est que dès le début on sent qu'il y a une ambiance particulière. Je veux dire, la scène d'intro du film, c'est littéralement le gouvernement américain qui teste la marijuana au sein du désert, dans une base secrète. Et où littéralement ils testent ça sur un de leurs soldats qui pète une durite, et ça c'est la scène d'introduction, et ensuite on part tout de suite sur l'histoire de Dale et de Saul, et tout ça amène l'idée du délire, c'est-à-dire de partir d'un postulat qui peut sonner comme très sérieux. Vraiment la scène d'intro elle est très genrée, et moi je trouve qu'elle épouse pas mal de codes d'un certain cinéma américain des années 50-60, tout en ayant une espèce d'imagerie, vous savez cette espèce d'imagerie un peu étrange qu'il pouvait y avoir où on faisait des clips promotionnels pour faire de la prévention contre l'usage de la drogue, la violence à l'école. Il y a cette petite esthétique au tout début qui ensuite est complètement détournée par David Gordon Green, qui sait exactement comment construire quelque chose de complètement fumé et jouissif. Et toute la comédie est générée autour de ça. Cette idée que la situation de base n'est pas du tout drôle. Réellement, on est sur une histoire de meurtre et une course-poursuite qui est supposée être sanguinaire. Mais tout ce qu'amène David Gordon Green autour, avec l'écriture absolument géniale d'Evan Goldberg et de Seth Rogen, permet en fait au long métrage de gagner en énergie. Et au fur et à mesure, de sonner vraiment comme un pur délire. Un pur délire qui peut-être pour certains, comme je l'ai dit, va sonner comme un petit peu trop extrême et on va se dire, c'est pas très très drôle franchement. Mais moi ça m'embarque, moi ça me fascine, je trouve que tous les acteurs sont absolument géniaux, je trouve que l'ambiance qui se dégage du long métrage est explosive, c'est à la fois fumé, c'est un mauvais jeu de mots, et en même temps très logique dans sa conception, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la séquence de fin, il y a cet humour si vibrant et si jouissif de la part de Goldberg et de Rogen qui emmène le long métrage. Et moi c'est ça qui m'éclate. Je pense que honnêtement, parmi tous les scénarios qu'ont pu écrire Seth Rogen et Evan Goldberg, je pense que honnêtement celui de Délire Express est celui qui est le plus cool en termes de composition de personnages, en termes d'accroche et en termes de jeu avec les genres. Et pour moi, c'est celui qui me fait le plus rire dans ce qu'ils ont pu concevoir, même si je suis un grand fan de leur travail derrière avec Supergrave ou d'autres films comme ça. Mais je trouve qu'ici, leur écriture, elle n'a jamais été aussi juste dans la manière de jouer avec les personnages et de jouer avec le contexte. Et c'est pour ça que je trouve que Délire Express est vraiment un pur feel-good movie. Le troisième film que je vais vous conseiller pour avoir la pêche est clairement mon film préféré de cette liste. C'est un film que je trouve juste génial, qui, comme Délire Express, ne part pas forcément d'un postulat qui inciterait à se taper des barres, mais dans sa logique pure de création, devient un film qui n'en est que plus drôle au fur et à mesure qu'il avance. C'est Clerks de Kevin Smith. Parce que Clerks de Kevin Smith est un immense morceau de cinéma indépendant américain, tourné pour que dalle, qui a rencontré un succès monstre et qui a surtout permis au cinéma américain de connaître l'un de ses meilleurs représentants à la fois en termes de pop culture et en même temps en termes de comédie. L'histoire, elle est très simple, c'est celle d'un employé d'une petite supérette qui se retrouve à aller au boulot un jour où il n'est pas supposé travailler. I'm not supposed to be here today. Et en fait, il va tout simplement vivre peut-être l'une de ses journées les plus merdiques de sa vie, dans le sens où tout va lui arriver, que ce soit simplement du chewing-gum dans un cadenas qui est supposé ouvrir la devanture, ou que ce soit carrément sa copine qui le largue. Le film est une ode, on va dire, au décalage.
Parce que ce qui est intéressant dans Clerks, c'est que les deux personnages principaux sont vraiment en décalage par rapport au monde qui les entoure. Bon, peut-être un plus que l'autre, mais chacun à leur manière, ils ont une manière très particulière de constater à quel point le monde soit a une espèce de fatalité qu'ils ne peuvent pas éviter, et donc l'un choisit de le voir avec ironie, et l'autre choisit de le voir avec beaucoup de fatalisme en se disant que peu importe ce qui arrivera, I'm not supposed to be here today. Et c'est ça en fait qui drive toute l'écriture et la jouissance finalement de la mise en scène de Kevin Smith, qui arrive avec une immense sobriété, avec une logique imparable à la fois de mise en scène et en même temps de pure création cinématographique, à créer une œuvre qui accepte cette idée qu'elle est purement et simplement indépendante, qu'elle ne peut pas partir dans tous les sens, et on le sentira dès Clerks 2, malgré l'augmentation du budget, il cherche toujours à avoir ce côté minimaliste, mais alors là, le minimalisme est poussé à un stade où c'en est vraiment jouissif, parce que ce soit ce noir et blanc très teinté par la pellicule qu'il utilise, que ce soit la sobriété des mouvements de caméra, que ce soit le fait qu'il s'en foute que par moments on voit l'ombre du caméraman, il sait que derrière il peut se reposer sur des interprètes qui déboîtent, sur une logique de mise en scène qui est enfermée donc dans cette petite supérette qui rend le truc absolument génial, et derrière en plus des dialogues qui sont absolument extraordinaires, je veux dire, le monologue autour des contractuels qui ont bossé sur l'Étoile de la Mort et qui sont morts dedans, c'est un des plus beaux monologues que j'ai vu de ma vie. Et que ce soit ça, ou que ce soit cette séquence où il y a un personnage qui commande des VHS porno devant une maman qui est venue réserver une petite VHS de dessin animé pour son gosse. Tout ça, en fait, amène du décalage. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est un film sur les êtres humains décalés. Ces personnes qui ont tendance à pas forcément voir le monde de manière facile ou de manière encadrée et qui sortent un petit peu de cette boîte, qui sortent un petit peu de cette œillère dans laquelle on a tendance à regarder la société et qui du coup vont peut-être se planter complètement sur la logique qui va entourer leur petit monde. Et c'est ça en fait qui rend le film feel good, c'est que ce postulat de base qui serait très fataliste devient quelque chose de très ironique par l'acheminement des personnages, des situations, des retournements, des séquences, jusqu'à carrément aller vers une pipe dans des toilettes sur un cadavre, où là quand même on atteint un stade vraiment glauque, et pour autant ça reste plutôt drôle. Malgré le fait que je sais, sorti comme ça n'a pas l'air drôle du tout. Le quatrième film dont je vais vous parler, c'est le film de la liste que j'ai découvert en dernier. Parce que j'avais beaucoup de retard par rapport à la carrière de son acteur principal, Tom Hanks, et que pour autant, je me disais que j'avais vraiment envie de redécouvrir ses tout premiers films, notamment lorsque j'ai découvert le film Dragnet. Et à partir de ce moment-là, je suis allé me replonger un petit peu dans sa filmographie et j'ai cherché des vieux films dans lesquels il avait joué et des vieux films qui avaient marqué certaines personnes. Et je suis tombé sur cette perle qui est Big de Penny Marshall. Et cette perle, c'est un des films qui m'a le plus foutu la banane de toute ma vie parce que malgré le fait qu'on sache un petit peu le pitch de base du film, on ne s'attend pas à autant rire et à autant prendre du plaisir devant un tel long métrage. L'histoire, c'est celle de Josh, un petit garçon qui a envie de grandir très vite, parce que ça l'ennuie d'être un gosse. Et il souhaite donc un soir de grandir, de devenir adulte. Sauf qu'il ne s'imagine pas que ce soir-là, il va se passer quelque chose qui va le lendemain faire en sorte qu'il se réveille dans la peau d'un adulte. Le pitch est assez jouissif parce que il résonne vraiment dans cette période fin 80, début 90, où on aimait jouer avec le statut des enfants. Ensuite viendra bien sûr Les Mamans j'ai raté l'avion et autres films dans ce genre-là, mais on a déjà cette optique de vouloir plonger des gosses dans un monde qui leur échappe complètement, et de faire en sorte du coup de jouer avec la base d'une situation pour faire en sorte que on s'amuse en tant que spectateur. On se dise à la fois « Oh dis donc ce personnage, il est un peu décalé, il est un peu fumé, oh dis donc c'est quand même un petit peu délirant ce qui lui arrive, ça va peut-être un petit peu trop loin », et pour autant, on trouve que tout est cohérent. Et là en plus, ce qui est génial au travers du scénario que Penny Marshall met magnifiquement en relief, c'est qu'elle réussit à développer une œuvre qui est une véritable ode à cette idée de garder son esprit d'enfant. Parce que même si Josh est un enfant dans le corps d'un adulte, il n'en reste pas moins derrière cette idée que forcément Penny Marshall elle a envie de mettre en avant cette idée que on a tous tendance à délaisser l'enfant qui était en nous pour devenir un adulte. Et donc que potentiellement on peut devenir rasoir, on peut devenir chiant, on peut en oublier un petit peu ce qui fait de nous des êtres humains qui parfois sont pleins de vie, pleins d'énergie, et du coup on devient très monotone. Et là du coup Big va à l'encontre de tout ça. L'idée de Big c'est justement de dire ne perdez jamais votre âme d'enfant. Parce qu'à partir du moment où vous allez la perdre, vous n'allez plus rien pouvoir faire de amusant, fun ou juste de vivant. Vous allez être des grandes coquilles vides
à l'image de ce vendeur de jouets qui ne sait absolument pas comment s'amuser et que Josh va réussir à redonner vie par sa joie de vivre et par son côté enfantin. Et c'est ça finalement le message principal de Big, c'est cette idée de rester jeune toute sa vie. Même si l'âge peut parfois empêcher de faire certaines choses ou qu'on va peut-être avoir la sensation qu'on est trop vieux pour ce genre de conneries, comme dirait quelqu'un d'autre. Mais non, il faut pas. Et moi je trouve le film très beau pour ça, et au-delà de ça, je trouve que le film donne une pêche monstrueuse par le biais de cet esprit très espiègle qui caractérise si bien la fin des années 80, début 90, et qui donne à ce film une vibe, une énergie, une vraie puissance cinématographique qui fait qu'on ressort, on a une banane de fou. Enfin vraiment, ça doit être un de ces films où je pouvais pas m'empêcher de, vous savez, de croiser les bras et de pencher la tête sur le côté, de sourire comme un bonnet, et de regarder le film non-stop comme ça, et de me dire « c'est quand même bien, dis donc ». Et le dernier film dont je vais vous parler est un monument du Feel Good Movie parce que je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous derrière y compris, vous connaissez ce long métrage parce qu'il est plus que connu, donc je ne vais pas perdre plus de temps à teaser ce que c'est. Il s'agit de Good Morning England de Richard Curtis qui est, ouais, on peut le dire clairement, un monument du Feel Good Movie qui a su capter toute cette énergie qui fait un bon film qui donne la pêche. L'histoire elle est très simple, on va suivre une radio pirate dans la fin des années 60, à une époque où les radios pirates étaient la gloire de l'Angleterre et où justement sur celle-ci on pouvait diffuser tout et n'importe quoi. Et on va suivre donc leur quotidien durant quelques jours. Ce film est extraordinaire et je pense qu'il n'y aurait presque pas moyen d'aller plus loin tellement ça suffit à caractériser le long métrage. Que ce soit l'écriture de Richard Curtis qui est l'une des écritures anglaises les plus jouissives que j'ai eu l'occasion de découvrir durant les 20 ou 30 dernières années parce que honnêtement Richard Curtis c'est un mec qui accompagne le cinéma anglais depuis très longtemps. Il l'a accompagné pendant une grosse majorité de sa carrière en tant que scénariste et ensuite il l'a accompagné en tant que réalisateur. Et même encore aujourd'hui, ça lui prend de temps en temps de revenir uniquement à l'écriture comme il a pu le faire par exemple pour Danny Boyle tout récemment et où c'était absolument génial d'ailleurs pour Yesterday. Mais au-delà de ça, Richard Curtis c'est un mec qui a une manière de capter l'idée de bonheur et l'idée de prendre du plaisir dans la vie qui subjugue, je pense, la grande majorité des spectateurs qui regardent ces films. Je veux dire, c'est pas pour rien que Love Actually est un des films les plus appréciés durant les périodes de Noël et de la Saint-Valentin. C'est parce que le mec a quand même été capable de, en un seul film, capter l'ambiance, l'époque et le plaisir qu'il peut y avoir dans deux périodes de l'année très différentes. Ce mec-là est un génie. Je veux dire, Love Actually, ça doit être un de ces rares films de l'histoire de l'humanité que les gens peuvent mater à Noël et à la Saint-Valentin et ça semble cohérent. À aucun des deux moments, on va dire « Oh non, mais quand même, Love Actually, c'est plutôt un film de Noël » ou « Love Actually, c'est plutôt un film de Saint-Valentin ». Non, c'est les deux. Et là, pour Good Morning England, il a su capter une ambiance, un style, porté par des acteurs qui sont tous extraordinaires, que ce soit Philip Seymour Hoffman, la grande majorité de ces acteurs, enfin Nick Frost, pour moi, c'est mon gros coup de cœur dans son métrage parce que je le trouve absolument exceptionnel, mais tous les acteurs sont extraordinaires dans son métrage. Ils marquent tous l'esprit du spectateur et à la fin, on se dit « Waouh, c'est juste parfait ». Oui, c'est juste parfait. Et tout du long, on se laisse embarquer par cette ambiance et tout du long, on se dit à chaque seconde que le long métrage donne la banane, donne la pêche, donne de l'énergie, même dans les petits moments un peu dramatiques, genre avec cette pauvre Marianne, mais pour autant, on se laisse embarquer, on se dit waouh, c'est génial Good Morning England. Et bien voilà, j'espère que ces petits films vous auront potentiellement redonné un peu le sourire parce que je sais que la période est un peu morose, qu'elle ne prête pas forcément à avoir envie de chanter, de danser et de rire. Mais j'espère que ces films, si vous choisissez de les visionner, vous redonneront quand même un peu la pêche dans cette période un petit peu triste. N'hésitez pas à mettre également dans les commentaires tous les films que vous avez en tête lorsqu'on vous dit Feel Good Movie ou films qui font du bien. Je pense que ça pourrait donner un petit peu d'énergie à ceux qui passeront par cette vidéo et qui se diront « sait-on jamais dans les commentaires, je trouverai peut-être un autre film encore à ajouter à cette liste ». Parce que je sais que c'est important de rigoler, que c'est important de rire et qu'en plus le passer devant un bon moment de cinéma, ça rajoute ce petit plus qui fait vraiment du bien. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Regardez des films parce que c'est bien de regarder des films, surtout quand ils donnent la pêche. Et on se retrouvera ici pour parler et regarder des films, bien évidemment. A plus. Allez, courage. On en finira. J'espère, parce que sinon, franchement, je sais pas ce qu'on va faire. Mais on va y aller. Toujours vivant, toujours debout.